Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Paul, bonjour Audrey. Bonjour, Bonjour. salut Sébastien. Eh bien, bienvenue. Vous êtes déjà, oulala, vous êtes déjà 180 participants tous à l'heure. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. A priori, vous nous entendez. Oula, vous Ouais. êtes en forme en plus. Le chat est parti à fond. Salut à tous. Merci d'être aussi nombreux. Du coup, on va se parler des étapes immanquables pour trouver vos premiers clients en 2023. Et j'ai la chance d'accueillir Paul et Audrey aujourd'hui qui se présenteront dans un instant. Juste peut-être pour vous dire un mot sur les Folly Days. Je ne sais pas si parmi vous, n'hésitez pas pareil à nous dire dans le chat, est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà assisté à d'autres webinaires ou ateliers Folly Days depuis le début de l'année. Mais en gros, l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, on va attaquer l'année très fort, dès le début, en proposant une série d'événements du 5 au 13 janvier, vous le voyez ici, pour parler numérique, des bonnes pratiques, vous donner un maximum d'astuces pour vous faire réussir avec le web en 2023. Et on a parlé à plein de partenaires, à plein d'intervenants, et ça fait 5 webinars et 7 ateliers avec plein de relais dans tous les sens et des super interventions jusque-là. On va essayer d'être au niveau à notre tour aujourd'hui. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'attaquer. On a aussi demandé aux intervenants, ce qui est une spécificité pour ceux parmi vous qui ont déjà assisté à des webinaires FollyWeb, de nous proposer chacun une astuce, une bonne pratique, un bon plan, voire un code promo. Je vous ferai passer dans un instant le lien vers cette page, et parce que tout le monde a joué le jeu et vous avez une mine de ressources qui peuvent vous être utiles demain ou tout au long de l'année, qui va vous permettre, encore une fois, de passer à l'action et de faire les bons choix sur le numérique. On est les Folies Web, je l'ai déjà dit à l'instant, mais on organise des ateliers en présentiel et en ligne. On fait tout ça gratuitement. Notre souci et notre enjeu, c'est de vous faire réussir et d'être le plus pratique possible pour que vous puissiez passer à l'action. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les Folies Web pour attaquer très vite sur le contenu qui nous occupe aujourd'hui. Et on est organisé, on peut proposer tout ça de manière gratuite, simplement parce qu'on a des partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année, qui sont pour nous même plus que des partenaires, des co-organisateurs. Le premier, c'est Réussir en .fr, qui est un dispositif de l'AFNIC, vous le voyez ici. C'est une association qui a pour objectif d'aider à la numérisation des petites entreprises, et c'est eux qui sont mandatés par l'État pour gérer le .fr. Donc si vous avez un site en .fr, vous travaillez, vous ne le savez pas nécessairement, mais vous travaillez en collaboration avec l'AFNIC, ou en tout cas c'est l'AFNIC qui vous permet d'avoir votre site en .fr. Au-delà de ça, et à travers Réussir en .fr, qui est leur dispositif majeur, et ça vous permet d'avoir une mine d'informations, de conseils, de bonnes pratiques pour avoir, vous le voyez ici, à la fois réussir avec le web et avoir aussi un certain nombre de basiques, un site internet, un .fr, une adresse email professionnelle, etc. Et puis le deuxième partenaire, c'est Neo Camino. Eux, c'est une boîte lyonnaise qui a des clients un peu partout en France, et qui font, vous le voyez ici, de l'accompagnement stratégique, un outil, une solution, et une agence web, une partie délégation, si vous avez des besoins là-dessus. Axonaut, Paul, je te laisse le présenter, tu le feras mieux que moi. Merci beaucoup Sébastien. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Je vois qu'on est plus de 200. C'est vraiment génial. Donc on va passer un très bon moment ensemble. Pour vous parler un petit peu d'Axonaut, Axonaut, c'est un outil de gestion qui permet de gérer toute l'activité des entrepreneurs, que ce soit de la phase de la gestion commerciale, la phase de la gestion des dépenses, le cycle des devis, de la facturation, même une interface avec l'expert comptable. Aujourd'hui, on va vraiment voir la partie sur la gestion des prospects, qui est au cœur de la problématique qu'on va aborder. Assez rapidement, Axonaut, on s'adresse principalement aux TPE, et l'idée, c'est de proposer une solution qui vous permet de gagner du temps sur les tâches chronophages pour que vous puissiez vous focaliser sur votre business. Les maîtres mots de la solution, c'est vrai qu'on est assez simple d'utilisation, complet, puissant et assez abordable. Et aujourd'hui, on s'adresse à plus de 6700 entreprises, 40 000 utilisateurs.
Et on est situé en France, on est une solution 100% française. Donc, on prendra le temps de revenir plus en détail sur Axonote. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé et que vous cherchez des outils pour gérer votre activité, n'hésitez pas à faire un tour du côté d'Axonote et on vous partagera aussi le bon plan pour ce webinaire. Je partage à l'instant tous les bons plans dont je parlais dans le cadre des Folly Days. Pardon. Les règles, et on va entendre Audrey dans un instant, les règles, elles sont assez simples. Hein. Posez vos questions. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est de vous être utile. Donc, quand vous avez des questions, posez-les. Utilisez pour ça, s'il vous plaît, un onglet qui est... Si vous regardez en bas à droite de votre écran, ça s'appelle questions, c'est fait pour ça. Et surtout, au-delà de poser vos questions, vous pouvez voter pour les questions qui sont les plus pertinentes. S'il y a énormément de questions, on choisira en premier les questions les plus pertinentes. On est ensemble pour une petite heure et on va faire en sorte d'avoir un temps à la fin justement pour répondre aux questions qui sont posées. On répondra peut-être à quelques-unes en direct si elles sont liées au point de discussion qui est en train d'être évoqué. Mais voilà, n'hésitez pas, d'ores et déjà, vous pouvez commencer. Il faut une première personne. Pour l'instant, nous sommes à 0 questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à d'ores et déjà les poser. Comme ça nous permet de voir quelles sont vos attentes envers cette session autour des étapes immanquables pour trouver vos clients. Autre point important, vous n'avez pas besoin de prendre des photos du support de présentation, des notes, etc. En tout cas, pas de ce qui est écrit sur le support de présentation, parce que vous allez pouvoir le récupérer. Donc, il y a 2 questions qu'on nous pose tout le temps. C'est est-ce qu'il y aura un replay si je veux réécouter certaines choses? Oui, en utilisant exactement le même lien que celui avec lequel vous êtes connecté aujourd'hui. Et est-ce qu'on pourra récupérer le support de présentation? Oui, et pour ça, on va vous faire passer un questionnaire en fin de session qui a à la fois a pour but de vous proposer le support de présentation, mais aussi de vous proposer la possibilité d'être justement remis en contact avec Paul sur Axonote, qui est du coup l'intervenant expert, on va dire, du jour, et puis un certain nombre d'autres ressources. On vous fera passer ça tout à l'heure. Et puis, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez passer à l'action après l'événement, que vous faites une espèce de petit to-do pour vous sur un coin de table pour vous dire, tiens, ça, c'est intéressant, je vais essayer de le faire. Voilà. Ce que je vous propose, avant de vous donner un certain nombre d'éléments, c'est de prendre le témoignage d'Audrey. Donc, Audrey, tu es la gagnante des Folly Web Awards sur la région Nord-Est. Les Folly Web Awards, c'est un concours où on cherche à mettre en avant justement des personnes, des entreprises, des assos, enfin peu importe, mais qui ont passé un cap sur le numérique. Et peut-être que tu peux commencer par nous dire ce qu'est Musical.ly et ce que tu fais. Oui, bonjour à tous. En fait, on est très content d'avoir gagné les Folly Web. On est une école de musique installée depuis 13 ans, qui est ouverte à tous, les adultes, les enfants, mais aussi sans sélection de niveau. On enseigne en général une dizaine d'instruments qui peuvent changer chaque année. Et on a une grande présence sur le web. Et on s'est un petit peu fait tout seul en fonction des évolutions, en fait. Super. Et alors, le numérique, pour toi, quel rôle ça a joué? Enfin, c'était quoi au début et quelles sont les étapes que tu as franchies quand on parle numérique? Toi, ça t'évoque quoi par rapport à ton activité, justement? C'est vrai qu'au départ, on a tout de suite construit un petit site internet en essayant également de penser à un nom qui puisse être bon pour le référencement. C'est comme ça qu'on a choisi le nom Musical.ly. Parce qu'au départ, l'école de musique, j'avais plutôt envie qu'elle s'appelle Musique pour tous, puisque c'était ça l'idée de base, de permettre à tous d'accéder à l'enseignement de la musique. Et en fait, le nom Musical.ly, il était plutôt pensé déjà pour que ça fonctionne, pour le référencement. Et puis, tout de suite, un site internet que j'ai créé parce que je ne savais pas du tout faire fonctionner, je ne savais pas créer un site. Donc, j'ai utilisé une plateforme qui s'appelait WMaker à l'époque. Et voilà. Et en parallèle, tout de suite aussi, un Facebook qui, il y a 13 ans, était ce qui fonctionnait le mieux pour la présence en ligne.
Ok, donc un site internet dès le départ que Oui. tu as fait toi-même et puis pour les réseaux sociaux, Facebook qui était à l'époque indispensable. Ok, et comment ça a évolué après ça pour toi au niveau et où est-ce que tu en es aujourd'hui justement de ta Ben présence en ligne? voilà, alors au départ eh bien, il n'y avait rien ou quasi rien. J'étais seule et puis il y avait une vingtaine d'élèves quand j'ai commencé. Mm. Je ne savais pas du tout, dans l'idée, je ne voulais pas forcément créer une école. Dans l'idée, je voulais créer un endroit où j'allais pouvoir donner mes cours Même, ouais. comme j'avais envie de le faire, en fait. Et puis bah, maintenant, donc, au bout de 13 ans, enfin, ils sont 500 élèves semaine et il y a 25 profs qui tournent à chaque année. Voilà, pour 10 instruments. Donc au départ, il y avait 4 salles. Maintenant, il y a 13 salles. Au départ, il y avait un local, puis un deuxième de l'autre côté de la rue. Donc voilà, on a grossi. Ok. Quand on préparait cette session, il y a un truc qui était hyper intéressant dans ce que tu disais, c'était que pour toi, le numérique allait de pair, ou en tout cas était hyper complémentaire. Je te laisserai employer tes propres mots là-dessus, avec le physique justement, et avec Oui. enfin, la vraie vie, quoi. Mais oui, parce qu'au départ, bon, on est installé en ville, en centre-ville de Lille, pas hyper centre, mais quand même centre. Et en même temps, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de commerce et où il y a plutôt plein de familles. Et au départ, ce qui a très bien fonctionné, c'est le bouche à oreille et la proximité, en fait, au niveau de l'installation physique de l'école, qui a pignon sur rue avec un commerce et des vitrines. Et ensuite, ben, comme on avait tout à faire au final et que tout est arrivé au fur et à mesure, on s'est vraiment entouré ben, des gens du quartier, des petits commerçants du quartier, mais aussi des parents d'élèves et aussi de nos proches. Enfin voilà, tout le monde a un petit peu mis la main à la pâte dans les conseils et dans les petits coups de main. Et en fait, quand on a donc créé le Facebook, on a tout de suite bah, commencé à inviter vraiment les vrais gens. Et en fait, Facebook, pour nous, Musicalil, c'est vraiment un échange entre l'humain, la vraie vie, en fait, et l'ouverture à tous les inconnus, en fait. Et je pense que c'est ce qui a le mieux marché pour le développement. C'est que au final, on arrivait à se développer et s'étendre Mhm. tout en ayant un noyau dur de vraies connaissances. Ok. Et aujourd'hui, le rôle que joue ton site pour trouver tes clients, enfin, est-ce Bah, que... le site internet, c'est. Au départ, on faisait des petites statistiques pour voir Hmm. justement, et on se rendait compte qu'on avait 50% qui nous étaient apportés par le bouche à oreille, c'est-à-dire le Ok. physique, le quartier, les gens, et 50% qui étaient apportés par tout ce qui était disponible sur Internet. Là, je n'ai pas refait de statistiques, mais je suis à peu près sûre que la tendance est un peu plus vers le web que vers le bouche à oreille. Euh, Ça l'est encore, le bouche à oreille. Ça ne veut pas dire que ça a réduit. Ça veut dire qu'en fait, la présence Internet est devenue en plus importante et apporte plus de monde que ce bouche à oreille. Parce qu'à un moment donné, de toute manière, on a une limite physique dans le bouche à oreille, c'est-à-dire que bah, on est quand même dans un quartier, on peut pas non plus, on rayonne pas non plus à 30 km. Donc, ce bouche à oreille-là, il a une limite. Le web n'en a pas. C'est super intéressant ce que tu racontes, mais je pense que c'est aussi assez. Enfin, c'est sur ce cas précis-là, en effet, le bouche à oreille a ses limites, mais toi aussi, ta présence en ligne, au bout d'un moment, elle aura des limites puisque tu vises vraiment un quartier précis. Là où sur d'autres activités, justement, bah, la présence en ligne, elle aura forcément beaucoup plus d'impact que le bouche à oreille, puisqu'en effet, le bouche à oreille, généralement, tu restes d'un point de vue local. Et Oui. d'ailleurs, au passage, il y a Mélanie qui dit que tu as un super site. Alors, ouais, c'est Mélanie qui dit ça. Virginie, pardon, qui dit que tu as un super site et qu'elle adore les images que tu as sur ton site. Ah bah c'est Hmm. super, parce que les images, la plupart du temps, les images, c'est des vrais élèves. Bah, c'est ce que tu partageais, hein, les tranches de vie, vraiment Ouais, Ah le oui, oui, contact humain, quoi. ouais, l'authenticité, ouais. ouais, ouais. Hmm. Et Nicolas, alors je sais pas, je vais aussi lui dire dans le chat, mais normalement vous devriez entendre Audrey et vous devriez entendre tout le monde, Nicolas, mais euh, ah, il est en train de taper, donc peut-être que c'est Non, ouais, c'est bon. c'est bon, merci, parfait.
Eh ben, on continue. Ce que je te propose, Audrey, c'est de pouvoir élaborer un peu sur des points que tu as pu mentionner avec quelques pistes et quelques astuces. Et tu verras qu'il y a un certain nombre de choses qui vont faire écho et je solliciterai de nouveau sur 2 ou 3 petits points si ça te va. Le point qui était intéressant, donc on se disait qu'on allait aborder finalement le sujet à travers deux parties, si on peut le dire comme ça. Déjà, être présent en ligne pour attirer des prospects et puis ensuite transformer le prospect en client. Et si on s'attaque tout de suite à la première partie sur la présence en ligne pour attirer des prospects, en fait, déjà, qu'est-ce qu'on entend par prospect? Pour nous, c'est de se dire, un prospect, c'est quoi? C'est un client potentiel, donc avec des questions autour de savoir justement qui est ma cible, avec des questions autour de la zone de chalandise, avec des questions autour du secteur, de tout ce qui peut composer une cible. C'est des sujets que vous maîtrisez sans doute dans le cadre de votre activité. Pour aller un peu plus loin, quand on parle de prospect, selon le type d'activité qu'on a, on va se dire un prospect, c'est quelqu'un avec qui on a établi un premier contact. Et là, ça devient un prospect ou un contact qualifié, un prospect chaud, ça dépend comment, les cultures de boîtes et les secteurs d'activité, ça peut prendre différentes dénominations. Et puis, il y en a certains qui vont se dire, en fait, ça va devenir vraiment un vrai prospect ou un prospect chaud quand il m'aura laissé ses coordonnées. Et là, l'enjeu, c'est en effet de se dire, comment je fais pour utiliser le numérique pour avoir un certain nombre de points de contact qui vont me permettre de pouvoir justement recontacter la personne ensuite et faire en sorte qu'elle devienne ou qu'elle reste un client, voire on verra qu'elle puisse m'aider à en trouver d'autres le cas échéant. Donc l'enjeu, c'est déjà de se dire sur cette première partie, comment je vais faire et qu'est-ce qui va motiver des personnes à me laisser leurs coordonnées pour que je puisse ensuite les recontacter dans la vie réelle, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, d'avoir un plan pour être en mesure de le faire correctement. Et justement, le premier point, c'est de se dire, c'est bien d'avoir un plan d'action parce que ça vous évite de vous disperser, ça vous évite, vous allez sans arrêt entendre, et quand on parle de présence en ligne, de numérique, de web, il y a sans arrêt des nouveaux outils, il y a sans arrêt des nouvelles idées, vous allez sans arrêt être sollicité finalement pour vous dire, tiens, tu devrais essayer ça, il y a telle nouveauté. Et évidemment, il faut être ouvert à ces opportunités-là, mais il faut aussi avoir un plan, son plan d'action et de se dire, voilà, comme Audrey le disait dès le départ, elle s'est dit, moi, mon site internet, ça va être quelque chose de clé parce que ça va m'aider à faire passer finalement qui je suis, ce que je fais, mon activité, à expliquer tout ça. Et derrière, ça va aussi, on le verra, avoir un enjeu de faire passer à l'action les personnes. Et puis, je vois que mes clients potentiels sont sur Facebook. Je vais aller sur Facebook. Il y a 13 ans, hein, c'est ça que tu disais, Audrey, au moment où tu l'as lancé. Bon, du coup, c'est aussi se poser cette question-là, de se dire où est-ce que je vais aller les chercher, où est-ce que je vais aller dénicher mes clients. Et finalement, plus vous allez être précis là-dedans et avoir un plan, plus vous allez être capable ensuite de vous dire est-ce que mon plan a marché, est-ce que j'ai mis mon énergie au bon endroit, qu'est-ce qui a payé, qu'est-ce qui n'a pas payé, comment on essaye d'aller davantage vers un canal plutôt qu'un autre. Et du coup, l'enjeu pour vous, ça va être de ne pas oublier à chaque fois, pour chacun des canaux, l'objectif qui est d'avoir une base de données qualifiée, ou en tout cas d'avoir la capacité, pour le dire autrement, de rentrer en contact par email, voire par téléphone selon votre activité, avec les personnes qui sont à ce stade juste des prospects et que vous devez vouloir devenir des clients. Et finalement, on a un petit schéma qui est assez simple ici, en tout cas dans les 3 couleurs, qui est de se dire, si vous mettez en place des actions qui vous permettent d'attirer des clients, de les convertir et ensuite de les fidéliser, a priori, ça devrait bien se passer. Ça, c'est vrai dans la vie réelle, ce n'est pas vrai que sur Internet. Les canaux que vous voyez ici, référencement, publicité, affiliation, on ne développera pas tout ça aujourd'hui. Il y aura des sessions spécifiques pour ça dans les semaines et les mois qui viennent. Mais
En fait, c'est simplement des leviers qui vous permettent d'avoir ça. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de passer beaucoup de temps au début, si vous êtes en début d'activité, et puis même après d'ailleurs, sur la partie conversion. Pourquoi? Parce que souvent, quand on lance son activité, on se dit ah mais je suis inconnu et donc du coup il va falloir que j'attire un maximum de clients, que je me fasse connaître, etc. Sauf que si vous n'avez pas le moteur derrière qui fonctionne, c'est-à-dire la partie conversion, bah, les gens ils vont aller sur votre site et puis potentiellement ils vont repartir. Ou vos réseaux sociaux ou peu importe. Et du coup, vous avez intérêt dans un premier temps à passer beaucoup de temps à bien caler ce moteur finalement qui va être le moteur de votre développement. C'est-à-dire si votre site Internet a pour vocation dans le cas d'Audrey, de susciter des cours d'essai typiquement ou de susciter des prises de contact, ou si vous avez un site e-commerce, ça sera de vendre. Est-ce que ça fonctionne déjà? Et de passer beaucoup de temps à faire en sorte que ça fonctionne pour ensuite, quand vous mettez en place plein d'actions pour attirer des nouveaux, que ça soit le plus efficace possible. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, Audrey, Paul, si vous avez des choses à compléter à votre dispo pour ça. Et la partie fidélisation, c'est aussi extrêmement important parce qu'en fait, on dit souvent que ça va être plus rentable de fidéliser des clients et de faire en sorte de s'appuyer aussi sur eux pour trouver d'ailleurs les clients d'après que d'attirer sans arrêt de nouveaux clients qui repartent. Et donc, ce sujet-là de trouver les moyens de bien fidéliser vos clients est absolument essentiel aussi. La deuxième chose, donc le premier c'était le plan d'action, la deuxième chose qui est importante pour nous, voire primordiale, c'est le site internet. On le perçoit vraiment comme l'équivalent de votre, si vous avez un lieu physique, c'est votre boutique, c'est le cœur de votre activité. Nous, on perçoit le site internet de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il est à vous. Du coup, quoi qu'il se passe, vous ne serez pas, et si on compare par rapport à des réseaux sociaux, des plateformes, etc., vous ne serez pas dépendant d'évolutions qui peuvent arriver sur les tiers, même si c'est très bien de aussi avoir des actions de ce côté-là, mais ça doit être le cœur du réacteur pour vous et votre moteur, et parce que vous allez pouvoir, parce qu'il est propriétaire, faire ce que vous voulez dessus. Donc vous posez les bonnes questions, de vous dire comment je vais faire pour utiliser mon site au mieux. On parle souvent, on oppose souvent site vitrine et site e-commerce. Si vous avez un site vitrine, c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que la vitrine, ce n'est pas fait juste pour faire joli, la vitrine, c'est fait pour que les gens entrent. Et là, c'est exactement la même chose, c'est de vous dire, votre site vitrine, il doit avoir pour objectif de susciter des prises de contact. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et puis après, vous allez devoir décider des briques qui vont vous permettre d'y arriver justement, à vous. Est-ce que pour vous, vous allez susciter des prises de contact déjà, parce que vous aurez un formulaire pour dire aux gens qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous, ça c'est un peu la base. Peut-être que vous allez définir que vous allez avoir une newsletter, mais si vous avez une newsletter, est-ce que vous serez bien prêt à envoyer régulièrement des newsletters? Donc, il faut vous faire un petit contrat avec vous-même pour être bien sûr que vous allez pouvoir le mettre en place. Est-ce que vous allez justifier ça parce que vous allez délivrer du contenu gratuit de type livre blanc ou des ateliers ou autres? Et puis surtout, comment vous allez faire pour insérer au sein des pages qui vous présentent ce qu'on appelle des incitations à l'action ou des call to action pour les anglophones parmi vous, mais qui vont faire que les gens vont vraiment se dire « Ah ouais, il me faut absolument ça, j'y vais ». Et dans le cas d'Audrey, ça peut être justement les cours d'essai et de se dire ça a l'air hyper intéressant. Si ça s'arrête là en disant « Ouais, ça a l'air super, Musicalil, c'est hyper intéressant », c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas ça qui va permettre de générer du chiffre d'affaires pour les différents professeurs des différents instruments. Alors que si les personnes remplissent un formulaire ou demandent à avoir un cours d'essai, ça va les faire avancer pour pouvoir aller dans la direction de devenir vraiment des vrais clients. Et justement, quand on alimente le site de Musicalil, la seule question que je me pose tout le temps, c'est quel est le chemin le plus court pour déclencher la réservation du cours d'essai qui, chez nous, est la porte d'entrée, en fait.
On passe tout notre temps à essayer d'optimiser pour raccourcir ce chemin. Et tu vois, la dernière fois, tu étais en train de préparer cette réunion et tu me montrais des choses sur mon site. Et toi qui le connais donc forcément moins que moi, tu m'as montré, et ça m'a permis d'apprendre quelque chose sur justement ton scénario et ce qui ne marchait pas. Voilà. Et en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est que parfois c'est trop lent et il faut être hyper rapide. Il faut donner et susciter l'envie de manière rapide. Donc, il y a forcément peut-être peu de mots à faire, forcément un lien très, très, très bien pointu, mis parfaitement là où il faut pour déclencher le cours d'essai. L'information. Ouais. Enfin, moi, j'ai commencé le site internet, le premier que j'avais, parce que là, j'en ai un second. Le premier que j'avais mettait énormément d'informations et finalement ne créait pas forcément de réservation en ligne. Et le deuxième, on l'a vraiment pensé pour optimiser cette rapidité d'action dans la transformation. Et ça fait, enfin, ce que vous voyez à l'écran fait écho à ce que tu dis et fait écho aussi à ce que mentionne Catherine dans le chat, qui dit qu'aujourd'hui c'est 5 secondes sur une page. En tout cas, on a coutume de dire en effet que les gens arrivent, se font une idée que les 2-3 premières secondes, les 3 premières secondes sont hyper importantes parce qu'ils vont décider s'ils vont aller plus loin et s'ils ont l'impression d'être au bon endroit ou si ils vont changer de page parce que ce n'est pas ce qui manque sur Internet globalement. Donc, vous avez un enjeu à capter l'attention et d'aller vite. En effet, les gens sont de plus en plus impatients et c'est pour ça que vous avez un enjeu à avoir des arguments qui font mouche et à avoir quelque chose d'assez progressif, c'est-à-dire en haut d'une page, de pouvoir vraiment faire en sorte que les gens plongent dans votre univers et se disent « je suis au bon endroit ». S'ils cherchent des cours de musique, ils cherchent des cours de musique. Si ils veulent se former sur quelque chose, il faut qu'ils tout de suite, avant de descendre dans la page, ils se disent « je suis au bon endroit ». Et après, dans un deuxième temps, leur donner des raisons objectives, mais qui vont aller derrière chercher des émotions plus qu'autre chose, de se dire c'est moi et c'est pas quelqu'un d'autre. Et après seulement aller vers de la description, du détail, etc. Parce que s'ils arrivent jusqu'à la description et au détail, c'est qu'ils auront passé les étapes précédentes globalement. Et à chaque moment, vraiment, de ne pas oublier ce sujet du passage à l'action, de mettre des boutons, tout simplement, si vous les avez, parce que c'est l'objectif pour vous, de faire en sorte qu'ils passent à l'action en remplissant un formulaire ou peut-être une mise au panier si vous êtes dans le cas d'un site e-commerce, etc. Mais c'est vraiment essentiel de le penser comme ça. Donc ça, on en a parlé à travers l'exemple qu'il y avait sur ton site, c'est les 3 boutons qui sont juste en dessous. Ou d'ailleurs, ce qu'on disait, c'est que presque ça vaudrait le coup de tester. Maintenant, on peut faire plein de tests sur Internet, de même avoir une couleur qui ressort davantage, etc., pour faire en sorte que les boutons ressortent encore plus. Encore mieux. Le cas échéant. Et tu as raison. Il y avait et ça, c'est quelque chose que tu avais fait pendant les périodes des fêtes, justement. Là, pour le coup, on arrivait sur la page et c'était de se dire, vous voulez une carte cadeau. Et là, c'était beaucoup plus pushy, si on peut dire. Mais en même temps, ça répondait directement aux besoins des personnes, ou en tout cas à une perception de besoin. Et moi, je sais que on est tous pareils, on a envie d'aller relativement vite. Et si on a une recherche et que la personne nous dit tout de suite, vous êtes au bon endroit, ça nous conforte. Et puis après, on va rentrer dans les détails. Donc ça, hyper important. Et l'autre point, ce que tu décrivais, moi, je vous conseille de montrer votre site à des gens, en particulier à votre cible, parce que ça va être d'un côté, vous allez avoir tout un tas de chiffres, c'est ce que permet le digital pour dire est-ce que mon taux de conversion est bon, combien j'ai de personnes qui viennent sur mon site, comment ils arrivent, etc. Mais de doubler ça en montrant votre site à des personnes et juste en les laissant se dépatouiller pour voir où ils vont, ce qu'ils font, etc. C'est une mine d'informations, surtout si vous êtes en début d'activité, c'est vraiment hyper important. Et puis après, vous allez avoir un certain nombre d'endroits qu'il faut bien penser. Là, on vous a pris l'exemple de Neo Camino, qui est du coup un des partenaires des Folies Web, le partenaire fondateur même des Folies Web. Et ils ont différents endroits sur leur site où ils vont pousser. Là, ils sortaient un guide sur LinkedIn. Ils ont mis à différents endroits sur leur site
tactique la possibilité de pouvoir le télécharger. Et vous le voyez, l'idée, c'est que ça ressorte quand vous avez envie de mettre en avant quelque chose. Le troisième point, et après, j'en ai bientôt fini, mais sur c'est de tirer profit des réseaux sociaux et des plateformes. Là-dessus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vos réseaux sociaux, vos plateformes, ça doit être des leviers de recrutement au même titre qu'un site Internet, soit pour aller vers votre site Internet, si c'est là-dessus que derrière, il va y avoir le moteur pour avoir des cours d'essai, si c'est un site e-commerce, etc. En fait, il ne faut pas les voir comme une finalité en tant que telle, c'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah bah, maintenant, j'ai passé une barre de 3000 personnes qui me suivent sur LinkedIn ou 5000 sur Instagram, etc. » C'est cool, mais c'est bien pour l'ego. mais à quoi ça sert? Et d'avoir quelque chose qui soit bien clair sur se dire, bah, moi, mon enjeu, c'est que ces personnes interagissent sur mon contenu et des infos sur mon actualité, par exemple, ça peut être ça. Et derrière, d'avoir vraiment des objectifs, de les faire revenir, soit dans la vie réelle directement, c'est-à-dire m'appeler, remplir un formulaire, etc., soit d'aller sur mon site Internet pour poursuivre le parcours. Mais ce n'est pas une finalité en tant que telle, à quelques exceptions près, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir en tête, c'est de vous dire le plus vite possible, comment vous faites pour, et notamment les messages privés peuvent aider à ça, pour transformer l'essai, c'est-à-dire que la personne qui montre son intérêt sur les réseaux sociaux poursuive en dehors des réseaux sociaux, globalement, et notamment dans la vraie vie. Et on vous a pris des exemples ici de posts que vous pourrez voir. Ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est notamment que vous allez pouvoir avoir des distinctions assez fortes et une charte graphique, une charte éditoriale que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour que ça vous ressemble, pour que ça transpire ce que vous voulez faire passer de votre activité et que ce soit bien cohérent entre tout ça. Et un point aussi pour collecter, qui est souvent assez oublié, en fait, pour collecter, on en parlait justement avec Audrey en préparation de cette session, c'est de vous dire, en fait, pour collecter des contacts, générer des contacts dans la vie numérique, la vie réelle est parfois une super façon de faire. Et comment vous faites pour que des gens qui passent devant votre enseigne se disent « Ah super, je vais réserver un cours d'essai, ils sont là, peut-être que votre enseigne à ce moment-là, la journée, elle est fermée. » Alors, s'ils peuvent rentrer, c'est encore mieux, bien sûr, mais comment vous faites pour leur permettre d'aller, de vous suivre sur votre site Internet ou du newsletter ou réseaux sociaux, et comment vous faites pour garder le lien? Ce que le Covid a démontré, c'est que si vous êtes, et c'est valable, vous allez voir en dehors du Covid, si vous demandez aux personnes leur adresse email pour leur dire ça va vous permettre de recevoir je sais pas quoi, une newsletter qu'on envoie chaque mois pour les dernières nouveautés, etc. Si vous expliquez bien pourquoi, les personnes risquent de vous dire oui. Bonne chance, en fait. Par contre, il faut tenir vos engagements derrière. Et ça va vous permettre de garder le lien. Et notamment, si vous êtes, je prends un exemple qui n'a rien à voir cette fois, si vous êtes un caviste, vous avez envie de dire, tiens, on va faire une journée porte ouverte ou en tout cas de faire tester un nouveau producteur, par exemple, vous avez envie de le dire. Mais si vous n'avez pas les adresses email des personnes, vous aurez beaucoup moins d'impact que si c'est le cas. Et si vous avez une adresse email, vous serez en mesure d'envoyer un mail tout simplement en disant on fait une journée spéciale où on fait tester tel nouveau producteur ou tel nouveau vin, etc. Donc ça, votre enseigne ou votre boutique doit servir quand vous en avez une, bien évidemment. Il y a un cadre, alors l'idée, ce n'est pas de passer trop de temps sur RGPD, mais il y a un cadre légal sur tout ce qui est collecte de données. On se parle de collecter des données. Ce que je vous conseille là-dessus, c'est quand vous téléchargez la présentation à travers le questionnaire, de lire ce qui est ici et puis de cliquer sur le petit bouton pour en savoir plus. Rendez-vous ici, parce qu'il y a notamment la CNIL qui a mis en place quelque chose qui est très simple de compréhension pour ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les bonnes pratiques, etc. Et ça vous donne tout le cadre
avec un enjeu qui est simplement de respecter les données personnelles des utilisateurs, globalement. Ce qui est évidemment éminemment important. Et puis le dernier point, c'est d'essayer, et ça va faire le lien avec Paul, d'essayer de centraliser la gestion de vos contacts. Si vous en avez de partout, ça va être compliqué, vous serez beaucoup moins efficace. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils à des niveaux différents en fonction de là où vous en êtes vous. Ça peut être un simple Excel ou Google Sheet au tout début, et puis peut-être qu'assez vite, vous allez vous dire que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des outils qui vont vous permettre d'aller au-delà pour envoyer des mails, pour faire voir comment passer des étapes, pour envoyer des factures, etc. etc. Ce sujet-là, il est extrêmement important, parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant. Peut-être, Paul, te passer la main sur... Oui, sur cette partie-là, en effet. C'est totalement la continuité de ce qu'on était en train de se dire. Là, on a vu vraiment comment mettre en place des stratégies pour récupérer de la donnée. Mais il y a aussi toute la partie, cette gestion de la donnée, puisque, OK, on a réussi à interagir avec le visiteur ou le prospect, mais derrière, il faut créer un lien pour qu'il passe tout simplement à l'achat, ce qui est en fait le plus important de notre côté. Alors, attends, c'est pas le bon écran. Je me souviens quand on préparait un petit peu cette intervention, Audrey, tu me disais que tu avais rencontré quand même pas mal de difficultés au début et que tu avais bien évolué aussi sur cette gestion de la donnée. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu comment toi tu fonctionnes, par exemple, comment tu fonctionnais et comment tu fonctionnes aujourd'hui? Oui, au démarrage, on fonctionnait avec des tableaux Excel, puis ensuite on s'est mis sur le drive de Google, en fait, pour continuer à pouvoir se partager des informations et suivre les inscrits, etc., les plannings. Et au bout d'un certain temps, c'était d'une consommation de temps bien trop chronophage, avec risque de perte de données, et ça nous empêchait un peu de nous concentrer sur d'autres choses. Et ça ne faisait que de faire des tableurs. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est j'ai créé le scénario d'une application web qui était pensée pour être exactement sur nos besoins. Et donc, on a créé une appli web qui nous permettait donc de basculer l'ensemble du drive dessus, donc c'est-à-dire la facturation, mais aussi la gestion de planning, la gestion des prospects, les clients, etc., quoi. C'est ça. En effet, tu reprends totalement ce qu'on disait. Au début, comme tu disais, Sébastien, c'est bien d'avoir peut-être des outils qui sont gratuits et accessibles à tous comme Excel, mais au bout d'un moment, plus on va avoir de leads qui vont rentrer, plus on va avoir de contacts qui vont arriver, plus ce sera fastidieux de gérer tout ça sur un Excel. Donc, en effet, il existe des outils qui vont vous permettre tout simplement de centraliser la donnée, ensuite d'inclure tous les échanges avec les prospects dans différentes étapes. Et enfin, essayer évidemment de les transformer en clients. Donc, on a vu notamment avec ce que tu disais, Sébastien, qu'il existe différents outils. Hop. Moi, je voulais savoir si parmi vous, là, sur le chat, vous pouvez nous faire un signe, peut-être nous dire pour voir ce que chacun utilise comme outil. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour que tout le monde puisse aussi découvrir des outils qu'ils ne connaissent pas. Donc, n'hésitez pas à partager sur le chat les outils que vous utilisez. Donc, moi, comme je le disais, l'outil que j'utilise, forcément, c'est Axonote, qu'on utilise notamment chez Axonote pour la partie CRM, notamment pour centraliser toute la donnée. Donc, pourquoi est-ce que les outils sont importants? Tout simplement parce que, dans un premier temps, ils vont nous permettre de centraliser toute l'information. Comme on l'a vu avec toutes les stratégies qu'on va mettre en place, on va avoir beaucoup de volume de remontée de données. Et l'idée, c'est de pouvoir simplement centraliser l'information avec, par exemple, des fiches clients qui vont reprendre toutes les données de nos prospects. Ensuite, encore une fois, dans un objectif de gain de temps, une des actions à mettre en place, c'est automatiser au maximum la remontée d'informations, la récupération d'informations pour qu'on puisse se focaliser sur des tâches qui ont une réelle valeur ajoutée pour notre activité et non plus perdre du temps à faire un copier-coller d'un formulaire sur un Excel ou sur une fiche de contact, par exemple. Ensuite, on va voir aussi que tout ça, ça nous permet de nous organiser, notamment avec des cycles qui vont permettre, par exemple, de créer différentes étapes. Ça, on va le voir plus en détail. Et chaque étape va constituer une action. Par exemple, j'ai reçu une demande entrante sur mon formulaire. Il faut déjà que je l'intègre dans cette étape et que j'ai déjà une étape suivante qui va être de le contacter et ainsi de suite jusqu'à la clôture du cycle qui peut être, par exemple, valider une affaire. Et enfin, évidemment, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit, et un des maîtres mots, ça va être tout ce qui va être le fait de mesurer les actions.
puisque le fait de mesurer va nous permettre d'avoir un retour et derrière d'optimiser les actions ou au contraire de changer totalement notre fusil d'épaule et tenter une nouvelle stratégie. Donc on va voir vraiment ces 4 points et comment ces 4 points-là peuvent être remplis par des outils, notamment des outils qui font de la partie gestion de la relation client, comme Axonote ou bien d'autres. En ce qui concerne, donc là, on reprenait un petit peu, ça c'était un de tes formulaires de contact, c'est ça? Ou, oui, Oui. Audrey, c'est ça, ouais. Quand on veut faire une demande, là, c'est les informations Quand qu'on tu fais une remplit. demande, ouais. Quand tu fais une demande de cours d'essai, en fait, tu arrives sur ce formulaire. Ouais. Ok. Et ça, c'est ce qui remonte directement sur ton application à l'heure actuelle où tu as toute la donnée qui est centralisée. Oui, voilà, c'est ça. Le site internet, il est couplé avec l'appli et quand un élève fait une réservation de cours d'essai, il arrive ce formulaire directement sur l'application, ce qui permet en fait au professeur de choisir ou pas cet élève. Une fois que c'est le cas, de les contacter pour organiser le cours et de planifier eux-mêmes le cours dans le planning général de l'école. Alors, il y a plein de filtres possibles, mais c'est aussi un gain de temps incroyable. Et ça, derrière aussi, ça permet aux personnes qui vont gérer le contact des étudiants d'être organisées et d'avoir toute l'information qui remonte et derrière de les contacter facilement. En fait, ça nous permet de gagner du temps parce que en fait, on a beaucoup de demandes de cours d'essai et on a besoin d'être réactif sur l'organisation. Et avant, on faisait les choses à l'ancienne, c'est-à-dire téléphone fixe, on appelait, on renseignait, etc. Le fait d'avoir un site internet qui est beaucoup plus efficace et automatique en fait dans la transmission d'informations, ce qui fait qu'en fait le professeur, lui, va beaucoup plus vite dans le traitement de l'organisation du cours. Et nous, on reste dans l'administratif en vision générale pour voir si tout s'est bien passé et si toutes les informations ont bien été transmises. Mais c'est vrai que cette automatisation, elle nous a fait gagner un temps incroyable. Tout à fait. Et je pense même aussi que c'est assez rassurant pour la personne qui a pris rendez-vous de savoir que derrière, il est directement accompagné après avoir passé à l'achat. Et je pense que c'est aussi une valeur ajoutée et intéressante pour tout ce qui va être l'expérience d'achat. Et on les appelle directement. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, c'est que la réservation de cours d'essai, ils réservent un cours d'essai avec une disponibilité qu'ils ont indiquée, mais ils ne réservent pas directement le cours d'essai. Ils le réservent et ensuite, on les appelle pour humainement créer du lien, pour revenir à ce que tu disais avant, humainement créer du lien et puis voilà, organiser les choses. Parce qu'en fait, un cours de musique, c'est pas vraiment comme un cours de sport. Enfin, peut-être, j'en sais rien à la limite, mais il y a, pour les adultes en tout cas, une petite appréhension. Et le fait de faire un formulaire, c'est super, mais on devait quand même aussi garder le contact humain. Bien sûr. Parce qu'il y a tout un tas de questions qu'on ne peut pas mettre dans des champs, ce serait trop long. Et la plupart du temps, ils ont quand même besoin de savoir où ils mettent les pieds et puis de savoir si le prof est sympa ou ce genre de choses en fait. C'est ça, ouais. C'est super intéressant et puis justement, ça me permet de rebondir sur la qualification aussi du contact pour pouvoir ensuite lui adresser le bon message et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus par la suite. Mais en effet, donc tout à l'heure, pour revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure avec la partie de la centralisation, ce qui est intéressant, c'est que sur le formulaire de contact, vous allez pouvoir récupérer des données et ces données, vous allez pouvoir les incrémenter dans votre base de données, donc notamment votre CRM, où là, vous allez retrouver en un clic, un petit peu comme on peut le voir sur le personnage sur la gauche, le nom du prospect, son numéro de téléphone, son adresse email, et vous allez aussi pouvoir rajouter tout un tas d'informations qui vont vous permettre de qualifier au mieux ce prospect-là pour derrière le recontacter. Si je prends l'exemple d'un coiffeur, lui, il peut demander par exemple la couleur de cheveux de son client ou de son prospect pour pouvoir par la suite lui adresser le bon message et lui adresser des campagnes. Si par exemple, je dis n'importe quoi, il a une promotion sur les couleurs, lui adresser le message qui correspond. Donc c'est vraiment une mine d'or, toutes ces informations, et c'est ce qui va vous permettre de qualifier le prospect et d'ensuite de lui adresser le bon message. On a également le suivi des échanges. Donc là, c'est assez important pour s'organiser. Comme on le disait tout à l'heure, OK, c'est intéressant de récupérer la donnée. Et Audrey, toi-même, tu en parlais avec les échanges et le fait de recontacter la personne. Donc ça va être intéressant de pouvoir centraliser ces échanges-là. Et des outils comme les CRM et Axonote vont vous permettre de centraliser les interactions qu'on va avoir avec le client. Donc, je vais avoir le rendez-vous téléphonique qui a été fait, par exemple, par le professeur. Il va pouvoir noter un compte-rendu et toutes les actions suivantes. Donc, par exemple, se noter une alerte pour recontacter l'étudiant ou l'élève quelques temps plus tard
pour faire le suivi. Et ça, c'est vraiment des étapes qu'on va pouvoir enregistrer dans un outil pour centraliser l'information et savoir concrètement où est-ce qu'on en est et plus perdre de temps, notamment à essayer de retrouver les anciens emails. Parce qu'encore une fois, il y a plein de tâches qui sont chronophages et qui vont nous faire perdre énormément de temps. Et c'est du temps qu'on ne pourra plus investir dans votre cœur d'activité qui vous permet vraiment de faire de la croissance et du chiffre d'affaires également. Mais là, tu vois, je te coupe, Paul, tu viens de me donner une super idée sur l'appli Ouais. avec le chiffre d'affaires généré. Tu vois, ça, on ne l'a pas fait. Alors, on a des petits outils statistiques parce que, voilà, mais pas grand-chose. Mais celui-là, voilà, tu viens de me donner une Ouais, bonne idée. je trouve que c'est assez intéressant. Et puis en plus, si tu vois que c'est un client qui est assez récurrent, tu peux lui faire tu lui proposes une Oui, promotion parce et qu'il consomme beaucoup, des choses comme ça. C'est assez important. Ouais. et puis pour nous, ça peut être aussi l'inverse parce que, par exemple, on peut avoir des parents d'élèves ou des élèves, tout bêtement, ou même des professeurs Mm. qui nous sollicitent très souvent et pour tout un tas de raisons ou de reproches ou de demandes, hein, peu importe, mais qui nous sollicitent. Et en fait, on les garde en tête du coup. Et on peut parfois prendre des mauvaises décisions sur des évolutions possibles parce Ah oui. qu'on a en tête des humains qui viennent sans arrêt nous parler, alors qu'il y a tous les autres qui sont super et qui roulent tout seuls et qui en fait, voilà, et qui nous prennent pas de temps. Et donc, en fait, ce petit indicateur a de la distance parce qu'en fait, il est chiffré. Et ça, c'est bien pour nous. Et tu vois, si on avait eu, enfin, si j'avais eu vendre cet outil quand on en a eu besoin, moi, à l'époque, quand j'ai créé l'appli, c'est qu'il n'existait rien. D'ailleurs, pour tout dire, je pensais vendre l'appli ensuite, mais le webmaster avec qui je l'ai fait s'est avéré très, très lent sur le Ouais. sujet. Et au final, ça ne s'est pas fait. Et maintenant que je regarde, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu similaires, donc, mais peu importe. Bien sûr. Mais à l'époque, quand on a commencé à écrire le scénario et à le créer, il n'existait rien. C'est super intéressant, je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet après, mais l'histoire d'Axonote vient aussi de là, où en fait les personnes qui ont créé Axonote étaient des entrepreneurs, qui étaient eux par contre Ouais. des développeurs, donc ils avaient cet aspect tech, mais comme ils ont pas trouvé d'outils qui leur correspondaient, ils l'ont créé, et au final Ouais. c'est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et Paul, il y a Mélanie qui demandait le nom de l'appli dont tu parlais, c'était justement Axonote ou c'était Je sais pas. Oui, l'outil dont on parle actuellement là pour centraliser la donnée, je vous présente, c'est l'outil Axonote exactement, qui permet vraiment d'avoir un aspect CRM pour gérer toute la relation client. Je vois aussi qu'il y avait pas mal de messages de Catherine sur le chat qui parlait d'automatisation, de liaison avec Zapier. Justement, c'est maintenant. L'idée, c'est aussi de gagner du temps sur, encore une fois, cette remontée d'informations, puisqu'on va pouvoir l'automatiser. Et donc, comme je le disais, éviter de faire un copier-coller d'un formulaire sur son CRM. Là, c'est vraiment le formulaire va être rempli et automatiquement, ça va incrémenter la donnée dans le CRM. Ça, c'est des actions qui existent et qui peuvent être faites, comme le disait notamment Catherine via Zapier, pour pouvoir automatiquement faire remonter l'information. Et on peut même aller encore plus loin, puisqu'on peut dire que l'action, elle remonte l'information remonte directement dans le CRM et ça vient générer une action directement sur le cycle dont on parlait tout à l'heure, qui va être par exemple un cycle de prospection, avec là une alerte, notamment pour tes professeurs, Audrey, avec vous avez une nouvelle demande, le professeur doit contacter. Et donc là, il a l'alerte qui remonte automatiquement sur son outil Oui, parce et que il n'a pas de temps à perdre. pour l'instant, l'alerte, c'est moi. Ah, c'est ça. Ok, donc tu as encore Voilà. peut-être cette brique-là à mettre en place, mais J'ai encore. Ah, oui, il y a encore plein de il y choses à aura mettre toujours en des place. choses à faire, mais c'est assez intéressant. Mais voilà, l'objectif, encore une fois, c'est que quand on est entrepreneur, on a tellement de choses à faire. En fait, quand on est entrepreneur, on est à la fois commercial, on est à la fois gestionnaire administratif et comptable un petit peu. On fait aussi des parties marketing. Donc, on a tellement de choses à faire qu'il faut quand même essayer de gagner au maximum de temps sur des tâches qu'on peut automatiser. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'insiste, mais il existe des outils et il ne faut pas avoir peur aussi de s'ouvrir aux outils qui existent, sortir de sa zone de confort d'Excel notamment pour ensuite avoir un gain de temps qu'on pourra réinvestir par la suite. Donc, on a vraiment cette partie d'automatisation. Autre élément intéressant, c'est la centralisation des échanges. Pareil, comme je le disais, l'objectif, c'est vraiment de tout centraliser sur un seul et même endroit et éviter de perdre du temps à dérouler sa boîte mail pour retrouver le mail de tel client. Là, tout est centralisé dans l'outil. On a les échanges de mails, les échanges de rendez-vous, les alertes, les prochaines étapes. Donc, tout est centralisé. Et encore une fois, quand on se connecte sur la fiche, on a toute la donnée. Et ça, c'est un gain de temps inestimable une nouvelle fois.
Enfin, je vous parlais tout à l'heure que, OK, on a récupéré l'information, mais il faut quand même faire vivre le prospect ou le visiteur pour l'amener jusqu'à l'action qui va être l'action d'achat. Et là, on peut créer ce qu'on appelle des cycles. Donc, je pense que ça vous parle. Bon, chacun a un petit peu son langage. Il y en a qui vont l'appeler des pipes commerciaux, des funnels de vente. Mais l'idée concrètement, c'est de pouvoir créer des étapes et dans chaque étape, avoir une action précise pour ensuite maintenir le lien jusqu'à l'action d'achat, encore une fois. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut imaginer que lorsque le formulaire de contact est rempli, automatiquement, ça crée une étape dans mon cycle avec une identification du prospect. Et là, encore une fois, si je reprends le cas d'Audrey, chaque professeur a son cycle et on peut très bien imaginer qu'il y ait une alerte qui remonte et qui lui dise « OK, vous avez une nouvelle demande entrante, vous devez contacter le prospect ». Donc, on va même pouvoir à chaque fois automatiser tout ça, notamment avec des systèmes soit de mail pré-paramétrés. Donc, par exemple, ton professeur, il a directement un mail dans lequel il va lui proposer de prendre un rendez-vous avec son lien Calendly. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin de perdre du temps à retaper le mail, puisqu'il peut créer un modèle de mail avec automatiquement les informations qui remontent. Et enfin, toujours, là c'est un petit conseil, quand vous échangez avec vos prospects, c'est d'essayer, même dans vos campagnes de prospection, d'essayer de personnaliser au maximum le message et sortir un petit peu des sentiers battus. Je voyais tout à l'heure dans le chat qu'il y avait pas mal de personnes qui racontaient qu'ils étaient souvent submergés par les demandes, par les mails, etc. Bah, l'idée, c'est quand même et encore une fois, comme tu le disais Audrey tout à l'heure, de garder un contact humain. Et c'est vraiment ce côté-là qui est assez important. Donc, dans vos campagnes de prospection, il faut garder cet esprit humain-là et donc adapter le message en fonction du prospect. Et enfin, autre élément qui est assez important, c'est très bien de mettre en place des multitudes d'actions, mais nous, on aime bien reprendre cette phrase chez Axonote qui a été dite par l'un de nos fondateurs et qui nous répète constamment, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc en fait, vous aurez beau mettre plein d'actions de vos côtés, mais si jamais vous prenez jamais de recul et vous analysez jamais les actions, vous ne pourrez jamais savoir si elles fonctionnent ou même tester d'autres choses pour voir si les choses que vous testez fonctionnent mieux. Par exemple, on parlait tout à l'heure de faire des tests sur le site d'Audrey pour essayer de modifier le passage à l'action, le bouton de passage à l'action, modifier les couleurs. Mais ça, c'est typiquement des actions qu'il faut mettre en place et sur lesquelles il va falloir prendre du recul pour voir si ça a fonctionné et ensuite soit le mettre en place de manière définitive, soit ajuster pour que ça fonctionne bien. Donc, pareil, sur des outils comme Axonote, vous allez pouvoir faire remonter automatiquement des informations. On a vu tout à l'heure avec le chiffre d'affaires, on peut voir le nombre de personnes contactées et même le nombre de jours nécessaires entre le premier contact et le moment où la personne a validé l'affaire. Donc là, on a vu un petit peu comment on a pu récupérer des prospects. Donc c'est très bien, on arrive à avoir plein de prospects. Mais derrière, un autre enjeu, ça va être de les amener jusqu'à la transformation, au passage à l'achat, encore une fois. Et donc là, il existe plusieurs stratégies. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ces prospects en clients? Pour moi, il y a trois points importants qui va être donc, de connaître. Donc, une fois qu'on a récupéré la donnée, il faut récupérer des données qui sont notamment pertinentes. Évidemment, il faut au moins récupérer le nom et une adresse mail pour pouvoir le recontacter. Mais encore une fois, attention, parce que plus on va demander d'informations, plus ça peut être un frein et la personne risque de ne pas vouloir remplir. Encore une fois, j'ai vu qu'il y avait des retours en ce sens sur le chat. On va avoir aussi tout le cycle de la vente du devis jusqu'à la facturation qui est permis par des outils un petit peu comme Axonote. Et enfin, ce dont parlait tout à l'heure Sébastien, la fidélisation, qui pour moi est un point clé, puisqu'on le verra, mais trouver un client coûte plus cher que de fidéliser un client déjà existant. Il y a une petite question de Myriam. Ouais, je veux bien que tu me la... Je fais quoi? Je dois cliquer sur démarrer la réponse en direct? Oui, alors ça dépend le sujet de la question, si on peut y répondre. C'est une petite question précise. Ah oui, très bien. Où est la limite entre la relance et le harcèlement? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, en effet. Déjà, je pense que... Enfin, je ne sais pas si tu voulais interagir, Audrey. Non, vas-y, Paul. Je dirais un truc après. Non, moi je pense que déjà il faut, comme je vous disais, garder ce côté humain-là et pas être dans l'harcèlement, mais être surtout dans la partie apporter de l'information intéressante
pour le prospect et non pas lui harceler de messages commerciaux. C'est pour ça que moi, un des conseils que je donnerais, c'est rester humain et rester et personnaliser au maximum le message pour qu'il corresponde le mieux à la personne à laquelle on s'adresse. Ouais, je pense qu'effectivement, il faut avoir quelque chose à dire pour le dire. Oui, c'est Donc, ça. Ouais. voilà. Nous, ici, on essaye d'en faire peu. On essaye d'en faire peu et de les faire vraiment précises, que ça raconte quelque chose d'important pour la cible. Et malgré ça, de temps en temps, on peut avoir donc l'humain qui peut venir dire, tiens, tu as envoyé un truc hier, haha, tu fais ta pub. Alors du coup, je vais m'embêter en disant, oui, mais non, parce que regarde, c'est pas juste ça, c'est parce que c'est important, parce que si, après, la personne va te dire, oui, mais je te charrie, mais quand Ouais. même, l'air de rien, de toute manière, une relance fait de toute manière un coup de pub. La personne qui la reçoit n'est pas dupe et elle sait très bien à quoi ça sert. Voilà, après, elle ne va pas se sentir harcelée si, voilà, si elle cherche des cours de musique et qu'on lui propose une offre C'est sur des cours ça. de musique, tout va bien. Si maintenant vous lui proposez un tout le monde j'aime ou un tout comme j'aime, enfin bref, autre chose qui n'a rien à voir avec la musique, bon bah là, oui, clairement. C'est ça qui est aussi important, c'est que là, on parle vraiment de personnes, et ça me permet justement d'introduire ce funnel-là, de personnes qui ont déjà montré un intérêt pour votre produit, puisqu'ils ont au moins répondu au formulaire de contact. Donc là, derrière, à vous aussi d'être intelligent dans la communication, et encore une fois, et c'est assez important, mais adapter le message à votre interlocuteur pour ne pas lui faire une offre commerciale et plutôt lui apporter une information qui pourrait l'intéresser. Justement, ce funnel-là, il est assez intéressant aussi. Visiteur, le prospect, et ensuite lui adapter le bon message. Donc, par exemple, le visiteur, c'est celui qui est venu sur votre page et qui a peut-être cliqué ou qui s'est un petit peu baladé sur votre page là. Le prospect, ça va être celui qui a fait l'action et qui a cliqué sur votre bouton prendre un rendez-vous ou qui a rempli son formulaire de contact. Oui, évidemment, le client, c'est celui qui est passé vraiment à l'action supérieure et qui a pris un abonnement ou qui a acheté votre produit. Et enfin, le promoteur, et là aussi, on verra que c'est une partie de client qui est assez intéressante et c'est grâce à eux, c'est eux qu'il va falloir fidéliser parce que c'est eux qui vont faire de bouche à oreille notamment. On va voir comment échanger avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir ce funnel-là? Parce que dans chaque étape, je vais avoir des interlocuteurs et chaque interlocuteur aura un message qui lui sera destiné et il ne faut pas non plus envoyer le même message à tout le monde, encore une fois, puisque un prospect sera moins intéressé que par un étranger, mais ça reprend exactement ce qu'on disait juste avant. C'est important également de nourrir le contact pour pouvoir créer un lien et l'accompagner de sa première visite jusqu'à son processus d'achat. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est important de créer ce classement-là? Puisque derrière, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va mettre les forces. Est-ce que je veux attirer de plus en plus de visiteurs sur mon site ou est-ce que je veux justement mettre les forces sur les visiteurs qui sont sur mon site, qui ont déjà manifesté un intérêt et qui sont plus proches de l'achat. Donc là aussi, dans votre stratégie de prospection, d'acquisition, c'est des éléments à prendre en compte. Ensuite, on a tout le cycle du devis jusqu'à la facturation. Donc là, c'est plutôt une fois que le prospect a validé son intérêt. Alors Audrey, je sais plus comment tu fonctionnes si tu fais des devis, mais par exemple, une fois que le prospect t'a dit qu'il était intéressé pour un cours de musique, il va peut-être savoir te demander quels sont les tarifs. Et encore une fois, on n'est pas arrivé à la fin puisqu'il n'a pas encore acheté et il peut encore changer d'avis. Donc, nous, grâce à des outils comme Axonote, on va essayer déjà, vous, de votre côté, de vous faire gagner du temps sur l'édition du devis jusqu'à la facture, mais aussi votre prospect, lui faire gagner du temps et simplifier son expérience d'achat, puisqu'on va pouvoir éditer des devis, on va pouvoir lui proposer la signature du devis en ligne. Lui, il va recevoir son devis de manière électronique, il n'a plus besoin de télécharger une pièce jointe, de télécharger le devis, il la récupère sur une interface qui a l'image de votre entreprise, qui donne aussi un côté assez rassurant. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important sur l'expérience d'achat. Une fois qu'il a signé le devis, vous allez pouvoir créer automatiquement une facture. Pareil, la facture, vous allez lui envoyer directement par mail et il pourra la payer en ligne. Donc là, encore une fois, il va y avoir un gain de temps pour vous dans tout le processus de la création du devis jusqu'à la facture et également pour lui dans son expérience d'achat puisqu'il va pouvoir en un clic payer la facture en ligne et il ne devra plus perdre de temps à enregistrer votre RIB, vous faire un virement, etc. Et enfin, encore une fois, on parlait des tâches chronophages. Il faut savoir aussi que quand on est entrepreneur,
une des raisons principales et un des risques principaux des cessations d'activité, c'est le manque d'impayés. Donc, via des outils, notamment, on va pouvoir centraliser l'information. On va aussi pouvoir avoir un suivi des impayés avec notamment des relances automatiques et donc essayer de réduire les risques d'impayés. Et tout ce processus-là, il va simplifier encore une fois l'expérience d'achat. Et une expérience d'achat simplifiée, c'est un paiement généralement qui est facilité et qui est donc plus rapide. Et enfin, on le disait tout à l'heure, fidéliser. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien et qui m'a interpellé la première fois que je l'ai vu, c'est le fait que conserver un client coûte 5 à 10 fois moins cher qu'essayer d'acquérir un nouveau client. Puisqu'en fait, quand on va essayer de trouver des nouveaux clients, on va mettre en place tout un tas de stratégies, on va faire de la publicité sur les réseaux sociaux, on va faire de la publicité sur Google, et tout ça, ça a des coûts qui peuvent être assez importants. Alors qu'en fait, juste fidéliser un client, le faire monter à l'échelle de promoteur, si on reprend le scénario de tout à l'heure, va nous permettre tout simplement d'optimiser notamment le bouche à oreille. Puisqu'un client satisfait, il y a aussi cette statistique qui est intéressante, va parler va parler de votre service à 1 à 2 personnes. Alors qu'à l'inverse, un client insatisfait, lui, va parler en mal à 5 à 10 personnes. Donc, on voit vraiment qu'il y a un écart assez important de ce côté-là. Et nous, par exemple, sur Axonote, il faut savoir que près de 20% de notre acquisition vient du bouche à oreille et du parrainage. Donc là, les personnes qui ont testé sont satisfaites par l'outil et trouvent qu'il y a un potentiel intéressant pour d'autres entrepreneurs. Donc, ils en parlent et c'est comme ça, petit à petit, que l'outil fonctionne. Je crois que toi aussi, Audrey, tu nous parlais que le bouche à oreille fonctionnait plutôt bien de ton côté. Est-ce que tu as des conseils à nous donner peut-être pour optimiser ce bouche à oreille ou même tout simplement pour suivre l'efficacité du bouche à oreille? Oui, alors on avait une offre de parrainage qui permettait en fait à un élève de récupérer un cours gratuit s'il parrainait quelqu'un qui s'inscrivait et à celui qui s'inscrivait, donc le filleul, à avoir les frais d'inscription offerts. Et en fait, ça a pas mal marché et puis cette année, on ne l'a pas remis en place. Tout simplement parce que les gens ne venaient, enfin en tout cas, les parrains ne venaient pas forcément réclamer leur cours offert. Ah oui. Et donc, en fait, alors est-ce que d'un seul coup, le bouche à oreille, maintenant, il est fait dans la tête des élèves, ils savent que s'ils transmettent, voilà, ou tout simplement parce que le bouche à oreille et transmettre une bonne information, c'est déjà bien. Tout à fait. Je me profite pour faire une toute petite pause à ce stade, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Pas de problème pour répondre, et vous inquiétez pas, il y a quelques questions auxquelles on va encore répondre. Je voulais juste préciser 2 petites choses. La première, c'est que Audrey, je crois savoir que tu es attendue et que oui. on s'était engagé à te laisser partir à midi. Et juste, merci 1000 fois pour avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Je voulais aussi, du coup, redire, je l'ai inséré dans le chat, mais que vous avez la possibilité, si on ne répond pas à l'intégralité de vos questions, ou si vous avez envie de poursuivre, de le demander, il y a plusieurs solutions pour ça, mais la première, récupérer le support de présentation et demander à être mis en contact avec les intervenants, et là en l'occurrence Paul aujourd'hui. Je vous remets en bas de chat le lien pour cela. Paul, n'hésite pas, peut-être, tu l'as déjà fait aussi à partager du coup la page, mais du coup, si jamais les réponses qui vous sont apportées suscitent d'autres interrogations, etc., vraiment n'hésitez pas, on est là pour ça, pour pouvoir reprendre contact avec vous le cas échéant. Voilà. Et peut-être que on parlait des clients ambassadeurs, mais peut-être pour finir, Paul, je vois qu'il y avait pas mal de questions qui étaient posées. Je pense, si ça te va, on peut se prendre, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont directement liées à Axonote. On peut j'ai pas tout vu, mais terminer par ça. Ouais, non, pas de souci. Il y avait une question que je trouvais particulièrement intéressante, et Audrey, n'hésite pas si tu dois y aller. Alors, je vais y aller. Merci beaucoup, Audrey. À bientôt tout le monde, et merci pour l'écoute. Salut Audrey. À bientôt. Merci beaucoup Audrey.
Merci. Au revoir. Mais il y avait une question sur le temps, avant des questions plus précises, qui est revenue plusieurs fois sur le temps qu'on devait euh, utiliser pour finalement la prospection, si je le reformule de manière générale, quand on est une entreprise. Est-ce que toi, de ton côté, Paul, tu as une réponse à cette question? Alors, pour donner une donnée exacte en termes de temps, d'heures, de minutes, je ne pourrais pas donner ça, mais c'est une part qui est assez importante, surtout au début quand on commence pour lancer son activité. Donc, je pense que c'est au moins 60 voire 70% du temps au début de trouver des clients pour une fois pour se lancer et ensuite justement pouvoir mettre en place d'autres stratégies. Mais c'est quelque chose qui est très important, hein, puisque c'est ce qui nous permet derrière de faire des ventes et de vivre, tout simplement, enfin, faire vivre l'entreprise. Donc, et après, évidemment, ça dépend aussi du rôle de chacun, si on est seul ou si on est accompagné. Ou même pour moi, un des premiers collaborateurs qu'il faut intégrer dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui a un profil un peu commercial pour faire toute cette phase de prospection. Encore une fois, on pourra en parler pendant plusieurs moments, mais il existe aussi des outils. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vraiment faire le tour sur Internet, sur les forums, sur les groupes, des outils qui existent et qui vont vous permettre d'automatiser aussi cette prospection-là et de gagner du temps, notamment sur tous les cycles de prospection. Et pour compléter sur cette question sur laquelle c'est vrai que ça dépend beaucoup des secteurs, mais si vous êtes indépendant, enfin moi j'ai été indépendant à un moment et j'essayais de me fixer une règle qui était de me dire en fait j'ai 3 temps qui étaient la prospection, la production et la formation. J'essayais de garder même s'il était moindre, mais de continuer à me former parce que c'est ce qui faisait que j'étais pertinent dans ce que je faisais. Et du coup, c'est très difficile parce que quand vous avez une forte charge sur la production, vous ne prospectez pas, mais si vous ne prospectez pas, vous n'avez pas le client d'après, etc. Et c'est vrai que quand on est indépendant, c'est plus compliqué et je partage complètement aussi, dès que vous musclez un peu l'équipe, de pouvoir bien distinguer ces rôles-là de vente et de production et de mettre l'énergie qu'il faut sur les deux, parce que les deux sont absolument essentiels, et ne pas oublier cette partie formation qui est très très souvent oubliée parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et c'est absolument essentiel de le faire. Et puis, je rajouterais qu'il y a aussi cette partie à prendre en compte qui est la partie coût-bénéfice. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire qu'embaucher quelqu'un ou prendre des outils, ça peut avoir un coût, mais il faut aussi imaginer derrière la plus-value que ça va nous générer, le temps qu'on va gagner, puisque le temps, enfin, encore une fois, c'est assez bateau, mais c'est une valeur qui est inestimable et sur lequel on doit essayer de justement gagner du temps pour pouvoir investir ce temps dans des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui demandent si le support sera disponible. Donc, Sébastien, tu confirmes qu'ils recevront également le support de présentation avec toutes les slides. Il est disponible en remplissant le questionnaire de satisfaction. Vous êtes nombreux à être dessus d'ores et déjà, donc c'est que ça doit fonctionner. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque qui était tout à fait juste et utile, que j'ai changé. Merci pour ça, sur le caractère éditable du support. Ouais. Ok, je vois qu'il y a pas mal de questions en effet sur Axonote. N'hésitez pas, j'ai mis les liens, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis, ça va vous permettre de découvrir un petit peu la solution. Et nous, on organise des sessions un petit peu comme celle-ci, dédiées sur Axonote, ce qu'on appelle des sessions de questions-réponses qui ont lieu 2 fois par jour, une à 11h, une à 17h, où là, on vous présente la solution Axonote et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la page, vous verrez le lien pour vous inscrire à ce genre d'échange. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Mais je ne pense pas qu'on ait le temps de rentrer trop dans le détail d'Axonote sur cette session-là. Mais au plaisir, comme je disais, de reprendre les échanges avec vous en direct sur Axonote. Ok, super. Du coup, pour rappel, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire à partir de maintenant, parce qu'on arrive en effet en fin de session. Récupérer le support du webinaire, j'ai de nouveau partagé dans le chat le lien pour cela. Continuer de prendre l'info pour faire des bons choix. Vous avez aussi
un deuxième lien où il y a toutes les ressources proposées par nos partenaires et puis Paul a partagé celles qui le concernent en particulier. Et puis, à travers le questionnaire, vous pouvez juste en cochant une petite case qui est vous verrez garder le contact avec l'intervenant du jour ou être recontacté par l'intervenant du jour. Ça vous permettra évidemment qu'on fasse passer le message à Paul et puis quand c'est pertinent pour moi que je puisse le refaire aussi. Et voilà, et puis surtout passer à l'action, tester, mesurer, enfin voilà, revenez sur les sujets sur lesquels vous avez besoin de revenir à travers le replay, mais on n'insistera jamais trop sur le fait d'y aller. C'est vraiment un vecteur de réussite. Quand c'est bien maîtrisé, ça peut générer du chiffre d'affaires et vous faire gagner en efficacité. Donc foncez. Et on est à votre dispo pour répondre à vos prochaines questions. Et si je ne dis pas de bêtises, il reste encore un dernier webinaire demain, c'est ça? Exactement. Alors, c'est un excellent point. Il reste un dernier webinaire dédié au e-commerce demain qui va boucler nos 2 semaines. Je peux vous faire passer le lien vers la page d'accueil des Folly Days si ça vous intéresse. Là, c'est vraiment sur une cible plus spécifique. Donc, si vous avez un site e-commerce où vous envisagez d'en avoir un, c'est par ici que ça se passe. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui avaient des questions à faire à la gestion de site e-commerce, etc. Donc ça peut les intéresser, tout à fait. Carrément, ouais, tout à fait. Et on aura aussi du coup un des vainqueurs des Folly Web Awards, cette fois dans le Grand Ouest, qui est un site e-commerce de qualité qui vend des vélos hollandais. Et il a plein de choses hyper intéressantes à raconter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci 1000 fois Paul pour ton temps, pour la préparation aussi en amont. Ça, vous ne le voyez pas, mais on prépare aussi ces événements. Ça nous prend un petit peu de temps. Et merci à tous pour toutes vos questions. Il y en avait plein. On n'a pas pu répondre à toutes, mais encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et puis bon appétit, ma foi. C'est bien clair. Oui. Merci en tout cas à tous pour leur présentation, pour la présence. Il y a plein de monde qui nous souhaite une bonne journée. C'est super agréable. On était plus de, je crois, près de 300 connectés. Donc, c'était vraiment un bel événement. Merci à toi, Sébastien, pour la proposition et Folly Web. Je trouve que c'est plutôt du contenu intéressant pour les créateurs d'entreprise. Donc, comme tu le disais aussi tout à l'heure en introduction, n'hésitez pas à faire vos retours au Folly Web pour que le contenu soit encore plus pertinent et puis qu'on puisse nous donner de la force pour continuer de créer des événements auprès des entrepreneurs. Je pense que les Folly Days, on ne va pas parler trop vite, mais c'était peut-être une réussite pour l'instant. Donc, ça donne de bel espoir pour la suite. Tout à fait. Et puis, bonne journée, à très vite. À très vite. Au revoir.